gentil. Je donne la parole tout de suite à Christian Gouillat qui va vous présenter deux cas de figure. Tous les membres qui pourront faire toutes les remarques qu'ils voudront, mais également à l'ensemble de cette assemblée qui ne doit pas manquer d'avoir réfléchi et cogité depuis le début de ce colloque. Voilà, donc pour démarrer la discussion, je vous propose deux dossiers issus de ma pratique expertale. Je précise tout de suite qu'il s'agit donc de dossiers réels dont j'ai simplement effacé quelques éléments caractéristiques, d'une part pour des raisons évidentes de confidentialité, mais aussi volontairement pour permettre à nos juristes d'évoquer, le cas échéant, plusieurs scénarios possibles en fonction, par exemple, de la date ou bien de la présence ou non de fautes techniques ou de fautes recueillies par ailleurs par l'expert. Alors, le premier cas, c'est celui d'un patient de 35 ans qui a été vu dans un service d'urgence par un chirurgien. Il avait déjà un scanner qui permettait de conclure avec le tableau clinique à l'existence d'une poussée de diverticulite. Le chirurgien, dans ce service d'urgence, après avoir examiné le patient dans son box d'urgence, a posé l'indication d'une sigmoïdectomie différée. Il semble qu'il ait revu le patient lors d'une deuxième fois lorsque ce patient a subi sa coloscopie quelques semaines plus tard. Mais on ne dispose d'aucun courrier de consultation, d'aucun compte-rendu de consultation, et il n'y a pas de formulaire de consentement éclairé dans le dossier. Le patient a donc subi, comme cela avait été prévu, sa résection sigmoïdienne 2 mois plus tard. L'intervention a été faite par laparotomie. Le patient a dû être réopéré au 10e jour post-opératoire pour un abcès pelvien qui a été attribué à une probable fuite anastomotique. Le chirurgien a démonté l'anastomose, confectionné une colostomie terminale. Les suites ont été globalement simples. Le rétablissement de la continuité intestinale a été réalisé 6 mois plus tard avec des suites particulièrement longues et difficiles. Le patient revendique l'absence complète d'informations sur les risques de complications. Il indique que s'il avait été informé, il aurait pris d'autres avis, notamment en ce qui concerne la balance bénéfice-risque de l'intervention. Il se serait fait peut-être plus expliquer les avantages attendus de l'intervention. Le chirurgien, de son côté, indique qu'il a vu le patient dans le contexte de l'urgence, qu'il n'a pas l'habitude, lorsqu'il voit le patient aux urgences, de remplir de dossiers, ni de faire de courrier, ni de faire signer de formulaires de consentement. Et il précise qu'au moment des faits, il avait l'habitude de ne pas énumérer les complications, mais simplement d'indiquer que le patient risquait d'être réopéré, le cas échéant d'avoir une stomie. Voilà, donc il s'agit du problème d'un patient qui est vu dans le contexte de l'urgence, pour une intervention en réalité différée qui sera réalisée ultérieurement dans le cadre d'une chirurgie programmée. Et donc, il y manque la preuve de l'information et le chirurgien n'a pas pu apporter la preuve qu'une information avait été donnée. Donc, je souhaiterais que nos juristes donnent leur avis sur ce sujet, très brièvement, en quelques minutes. Que pensent-ils de ce dossier et quelle serait leur attitude? On commence peut-être par Maître Mort, parce que c'est le patient qui revendique. Allez-y. Ça marche là? Alors, bon, moi, juste quelques petites... Allez, je rappelle qu'il est très important de parler dans le micro, parce que comme les débats sont enregistrés, voilà, il marche, si, il marche, mais faiblement. Ça marche, mais faiblement. Je vous conseille de parler près du micro. Voilà. Bien. Voilà, Alors, parlez près du micro. Ça va là comme ça? Parfait, parfait. Bien. À la bouche. Oui, donc bon, ce cas est assez classique finalement. On verra que le second est beaucoup moins classique. Ce cas est assez classique de ce que l'on rencontre en expertise judiciaire. Moi, ce que je voulais d'abord dire, en tant qu'avocat de victime,
c'est que, certes, les questionnaires, les imprimés, etc., tout ça, c'est très bien, mais que lors de l'expertise, il se passe aussi des choses qui peuvent être considérées comme des éléments de preuve dans un sens ou dans l'autre. Je voulais dire aussi qu'en tant qu'avocat de victime, que nous ne préparons pas, en tout cas pas dans mon cabinet, nos clients à dire surtout dites que vous n'avez pas été informé. Ça c'est faux. Hein. C'est ce qu'on imagine quand on est à l'expertise et je peux vous dire que c'est faux. Et que bien souvent, donc, lors de l'expertise, eh bien, ils vont se révéler des choses qui se sont dites, plus ou moins clairement, des choses qui ont été comprises ou des choses qui n'ont pas été comprises, et que donc ce moment de l'expertise, de la confrontation entre le client, enfin la victime ou le demandeur et le chirurgien est extrêmement important parce que à ce moment-là, au-delà du consentement écrit, eh bien, on va pouvoir tirer des arguments pour dire cette information, elle a existé, ou cette information n'a pas existé, cette information a été claire, ou n'a pas été claire, elle a été adaptée ou elle n'a pas été adaptée. Donc en fait, je pense que là c'est un peu court pour se déterminer. En tout cas, moi je travaille sur ce qui se dit exactement et sur ce qui se prouve. Ce qui est vrai, c'est que la preuve est à la charge du chirurgien et que là, en l'occurrence, eh bien, ce praticien a probablement été imprudent de ne pas se ménager la preuve. Maintenant, on est quand même dans le service des urgences, donc avec des considérations particulières, puisque la loi aménage la possibilité aux praticiens d'aménager l'information en fonction des circonstances, et notamment en fonction de l'urgence, si au moment de l'urgence, et ça c'est peut-être pas bien clair pour moi ici aujourd'hui, le patient est à même ou non de recevoir l'information. Donc, voilà, ce que ce cas m'évoque, c'est qu'effectivement, manifestement, le chirurgien lui-même reconnaît que cette information n'a pas été complète et n'a pas été claire, et qu'à partir de là, on peut en déduire un certain nombre. Alors, on va tout de suite demander à Maître Laccueil, puis on demandera ensuite un autre, qui est donc, je rappelle, le défenseur du chirurgien. Que pense-t-il de ce dossier qui est en effet très classique? C'est-à-dire pour ça je l'ai choisi en premier dossier. On parlera après de choses moins classiques. C'est un bon dossier pour le bâtonnier mort, parce que là je suis embêté. Il y a un problème d'information manifeste. C'est vrai que dans le cadre de l'urgence, vous le savez tous, l'information est moins rigoureusement exigée, en tout cas sur le plan de la preuve, puisque au terrain judiciaire, ce qui s'est passé concrètement n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va rester, ce qui va pouvoir être constaté par les intervenants, les experts et les magistrats. Donc, malheureusement, pas de document d'information en urgence, on ne peut pas trop le reprocher aux praticiens. Par contre, on peut lui reprocher de n'avoir conservé aucune trace écrite de la consultation, que des choses de pure mémoire. Et là-dessus, je crains qu'un expert regrette cette absence de documents écrits ou en tout cas informatiques. Ensuite, une chirurgie à froid est décidée. J'imagine qu'elle est précédée, par définition à froid, d'une seconde consultation, ne serait-ce que 2-3 jours avant. Il n'y en a pas de trace. Le défenseur, il est embêté dans ce genre de dossier. Alors, il va compter sur quoi? Il va compter sur la cohérence médicale des choses. Autrement dit, est-ce que l'indication était contestable? Il me semble que non. Enfin, ça, vous me le direz tout à l'heure. Si oui, ben, on est très embêté. Hein. La seule chance, c'est d'espérer que l'indication opératoire était difficilement contestable et que le défaut d'information éventuelle n'a causé aucun préjudice au patient. Si elle était contestable, bah écoutez, on en vient à l'évaluation des préjudices. Hein, on va pas. Alors, juste pour terminer, est-ce que les autres orateurs veulent éventuellement intervenir sur ce point précis? Très brièvement, Monsieur Sargos, peut-être? Non? Oui, très, très brièvement. Disons que si j'étais encore juge, il y a deux questions qui se posent. D'une part, s'agissait-il d'un risque grave?
risque grave qui se définit comme l'atteinte importante, le décès bien évidemment, mais l'atteinte importante à des fonctions essentielles de la personne. Et on tient aussi compte de la durée des arrêts nécessités, de la répétition des interventions. Je crois que c'est le cas. L'incapacité a été de combien? Non, c'est tout ça. L'IPP est de combien, là, en définitive? Non, mais on va Bon, pas d'accord. rentrer dans le Donc, détail, on là, peut simplement admettre, sur le donc, principe. Premièrement, risque grave qui existait. D'autre part, on tient compte effectivement pour l'appréciation des conséquences de l'âge. C'était quelqu'un de jeune quand même. C'était en réalité une fausse urgence, semble-t-il, puisqu'on a procédé à une intervention programmée. C'est vrai qu'il y a des nuances dans l'urgence absolue. La question de l'information ne se pose pas, il faut sauver. Donc la charge de la preuve, bon, il est certain qu'elle repose sur le médecin. C'est même pas la jurisprudence maintenant, c'est la loi tout simplement. Donc je crois qu'il y a un manquement au devoir d'information sur un risque grave qui aurait dû être indiqué au patient et qui lui aurait permis, effectivement, c'est le critère, de prendre éventuellement d'autres avis, de différer, de voir s'il n'y avait pas d'autres alternatives. Donc le manquement au devoir d'information existe, me semble-t-il, et se pose la question maintenant de la réparation. Bon, préjudice moral au sens large, d'accord. Est-ce que s'il avait été informé de ce risque, il aurait accepté? C'est la question qui va se poser, quoi. Alors, on demande à monsieur Gombault un petit mot peut-être sur ce point, et puis on... Rassurez-vous, je vais rejoindre C'est bon, complètement ce que vient de dire Pierre Sargos sur le plan de l'analyse juridique. Je voulais simplement ajouter que la question du manquement au devoir d'information ne va, à mon sens, se poser que dans la mesure où, d'une part, l'expert et d'autre part le magistrat ne vont pas considérer comme fautive la fuite de et ça, bien entendu, entraînerait une réparation totale et du coup l'inutilité d'examiner la question du manquement au devoir d'information. Mais là, malheureusement pour ce chirurgien, la charge de la preuve lui incombe, il ne peut pas le démontrer, il n'arrivera pas à convaincre le juge de l'information donnée parce que cette information a été insuffisante, et donc on aboutit certainement à une consécration de sa responsabilité. Après, quant à la liquidation du préjudice, préjudice moral, oui. Y a-t-il perte de chance ou non? C'est un problème qui, à mon sens, relève après coup question qui est liée à l'indication opératoire. Parce que de chance si l'indication opératoire était incontestable. Très bien. Alors, effectivement, ce dossier était rendu un peu plus complexe par ce que vous avez souligné, c'est-à-dire les problèmes de l'indication opératoire, et ça dépend beaucoup du moment ou des faits, parce qu'à l'époque des faits, en réalité, c'était, je crois, me souvenir en 2005, donc ce n'était pas tout à fait comme maintenant, mais c'est vrai que maintenant, ce dossier poserait en outre le problème de l'indication opératoire. Mais sans rentrer dans ce détail, je voulais vous entendre discuter essentiellement de la question de l'information avec ce qui est souvent mis en avant par le chirurgien, c'est-à-dire le fait qu'il a vu le patient dans le contexte des urgences, mais en réalité, et vous l'avez bien compris, vous l'avez bien souligné, il ne s'agissait pas d'une intervention en urgence, mais bien d'une intervention différée qui devait programmer, qui devait donc obéir aux règles de la chirurgie programmée, ce que n'a pas fait effectivement le chirurgien. Alors, le deuxième point est peut-être un peu plus pointu. Voilà. Le dossier numéro 2, donc c'est une jeune femme de 30 ans qui consulte pour une obésité sévère, qui subit le bilan multidisciplinaire habituel dans ce type de pathologie. Et au cours de la consultation avec le chirurgien, sont discutées 2 interventions. Une gastroplastie paranomodulable et une gastrectomie en manchon, ce qu'on appelle la sleeve gastrectomie. Lorsque le chirurgien, à l'issue du bilan multidisciplinaire, revoit sa patiente, ils décident ensemble, après en avoir longtemps discuté, d'opter pour une sleeve gastrectomie, et le courrier qui là est présent après la consultation, de même que la demande d'entente préalable dont on a la copie, de même que le consentement éclairé, font état d'une sleeve gastrectomie.
Le consentement éclairé qui a été signé donc mentionne, comme c'est souvent le cas dans ces documents formels et un peu passe-partout, que le patient, la patiente en l'occurrence, donne son accord pour toute discussion ou acte nécessité par son état. Et finalement, l'intervention a lieu et là, le chirurgien réalise finalement une gastroplastie par anneau modulable. Le résultat sur le plan pondéral est un échec et 6 mois plus tard, la patiente est réopérée, d'ailleurs par le même chirurgien, qui réalise cette fois la sleeve gastrectomie. Les suites opératoires sont troublées par un abcès, une collection suppurée en rapport avec une fuite sur la ligne d'agrafage. Les griefs de la demanderesse sont les suivants. D'une part, elle reproche à son chirurgien d'avoir réalisé une intervention différente de celle sur laquelle on avait porté précisément l'information et sur laquelle ils étaient tombés d'accord. Et d'autre part, elle lui reproche que cela ait nécessité une deuxième opération, alors que si on l'avait fait d'emblée l'intervention prévue, il n'y aurait d'une part pas eu nécessité d'une deuxième opération et d'autre part, eh bien, cette opération avait des chances de ne pas être compliquée d'une fistule, puisqu'il est bien prouvé qu'après un anneau, le risque de fistule est augmenté par rapport à une intervention de première intention. Le chirurgien, lui, de son côté, répond que finalement, au cours de l'intervention, il s'est rendu compte que cette patiente avait une adiposité abdominale qui n'était pas très importante, qu'en plus son IMC était limite, dit-il, et finalement il lui a paru plus sage, c'est le mot employé, de réaliser l'intervention la moins morbide, la moins grave, car c'est devant cette obésité qui était finalement peu grave. Voilà. Alors, sur ce dossier, donc finalement un peu plus moderne, on va dire, on va donc solliciter tout d'abord l'avis de Maître Mort. Prenez le micro, voilà. Un dossier. C'est pas moi qui je parle fort. Ça y est, c'est bon, voilà. là, c'est bien. Alors, il faut manger le micro, en fait. Oui, donc je voulais dire que dans notre pratique professionnelle, on voit de plus en plus de contentieux liés à ce type de chirurgie. Donc, et surtout, on voit de plus en plus de défauts d'indication dans ce type de chirurgie, avec des petits magouillages autour de l'indice de masse corporelle. Selon qu'on se resitue, voilà, il y a des indices de masse corporelle qui bougent et c'est pas tout à fait normal. Et puis aussi, voilà, c'est une sorte de chirurgie qui est en train, à mon sens, dans ma petite vision à moi, de se banaliser et avec des risques graves et des contournements de la loi. On en voit vaguement voir un psychologue qui fait un certificat mais qui a véritablement pas exploré, etc. Donc là, il n'y a pas eu de régime avant, il n'y a pas eu d'autres modes thérapeutiques, etc. Donc on est vraiment dans un contentieux qui va se développer, à mon avis, à l'avenir si on continue à pratiquer de cette manière-là. Là, notre bonhomme, j'allais dire, il est presque pire que les autres, puisque lui, finalement, il décide tout seul. Voilà. Et c'est là, on est véritablement dans la tête, on est vraiment dans l'atteinte à la dignité caractérisée, parce que ce chirurgien, alors que il a un contrat avec son malade qui est de pratiquer une intervention, en l'occurrence une sleeve, il en pratique une autre et il reconnaît lui-même qu'il pratique cette autre intervention pour des motifs assez personnels, finalement, en tout cas qui n'ont pas été évoqués avec le patient, puisqu'il dit finalement j'ai trouvé que c'était mieux. Peut-être que c'est moins grave, mais cette circonstance, il devait l'exposer à son patient et il devait en décider avec son patient. Ce n'est pas au chirurgien de décider
seul. Le patient, il est au centre du contrat thérapeutique. Il est l'objet et l'acteur du contrat thérapeutique. Et ce n'est pas, excusez-moi, je sais que je parle devant des chirurgiens et que c'est très désagréable à entendre, mais ce n'est pas au chirurgien de décider seul. Donc je pense que du point de vue pardon. Ah non, mais là, attendez, c'est pas le cas. C'est pas, non, on n'ouvre pas la discussion pour l'instant, s'il vous plaît. Je crois, madame, que vous n'avez pas compris. C'est que, d'après ce que moi j'ai compris de cet exposé, d'accord, c'est lui qui a décidé, mais pas en raison d'une circonstance qui se présentait. Si effectivement, il s'était présenté une circonstance au moment où il a ouvert son malade pour dire effectivement, ça n'est pas la bonne intervention et il faut changer l'intervention, là, à ce moment-là, on aurait pu considérer que c'était légitime, mais ça n'est pas le cas, d'après ce que j'ai compris de l'énoncé. Donc voilà, donc il faut effectivement relativiser. Donc moi je pense en plus que du point de vue indemnitaire, dans ce cas-là, on doit transformer, on n'est plus simplement dans un défaut d'information, on est carrément dans un défaut d'indication. Bon, alors Maître Lacueille maintenant, sur ce même dossier. Vous ne me faites pas, cher professeur, de cadeaux avec vos deux exemples. Hein. Non, je précise que ces dossiers, je les ai choisis pour notre auditoire chirurgical, pas pour... J'aurais besoin d'auditoire parce que sur des dossiers comme ça, on a nécessairement besoin de travailler la bibliographie médicale pour aller rechercher des justifications à une telle modification de ce que Madame appelle à juste titre médical. En clair et en résumé, de nos jours, en 2012, permettre de changer le geste qui était initialement prévu, sauf, comme Madame l'a dit tout à l'heure, si in situ et au moment du geste, il y a un élément nouveau, péropératoire, qui justifie une telle adaptation, à défaut de laquelle d'ailleurs on serait en faute de ne pas s'y adapter soi-même. Donc il faut nécessairement dans une affaire comme celle-là aller rechercher de la bibliographie médicale pour justifier que c'était une bonne chose de ne pas faire ce qui avait été prévu. C'est assez complexe, grosso modo, le dossier est perdu à la lecture des faits que vous voyez, vous le ressentez vous-même. Hein. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il peut le plus, peut le moins, que le chirurgien avait prévu avec la patiente un geste initialement plus lourd, qu'il a choisi plus léger. Qu'il a choisi plus léger parce qu'il s'est trouvé au moment de l'intervention qu'il pouvait s'adapter, mais il nous dit qu'il a fait ça que parce que l'IMC était faible. L'IMC est aussi faible au moment de la consultation, donc on est un petit peu coincé de tous les côtés. Bien. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait une atteinte à la dignité humaine du tout. Je pense que c'est quelqu'un, si vous me le permettez, Madame le bâtonnier, qui est un bon professionnel, qui ce jour-là a pensé qu'il pouvait, mais certainement pas avec une intention dolosive. Il a fait des choses qui ne se font plus aujourd'hui, mais je pense qu'il a quand même beaucoup de cœur et de volonté de bien faire. Bien, merci pour ça. Alors, Monsieur Gombaud, peut-être sur ce sujet, parce que... Et ensuite, on demandera... Non, ben, écoutez, là aussi, je vais être très rapide, parce qu'à mon sens, c'est malheureusement indéfendable. Le fait de pratiquer, encore une fois, on n'a pas découvert un élément anatomique particulier au cours de l'intervention, donc l'information devait être donnée au préalable et ce qui avait été décidé d'un commun accord entre le chirurgien et sa patiente devait être respecté. On ne doit pas modifier l'intervention, ni en moins ni en plus. En plus, on a l'exemple dans des dossiers peut-être un peu plus anciens, quoique on en a vu un encore il n'y a pas très longtemps où un chirurgien gynéco qui, dans le cadre de l'urgence, pratique une césarienne et avec une déchirure de l'utérus, et pour éviter que sa patiente ne soit exposée à un risque de déchirure itérative de l'utérus, va lui ligaturer les trompes au cours de l'intervention, mais évidemment sans lui en avoir parlé. C'est malheureusement totalement indéfendable, et donc que ce soit une intervention changée en plus ou en moins, à mon sens, il n'y a pas grand crédit à espérer pouvoir défendre de façon utile ce chirurgien. La seule remarque que je voudrais faire, c'est que je trouve que cette patiente a fait preuve d'une constance quand même extraordinaire en ayant accepté de se faire opérer à nouveau par ce chirurgien 6 mois plus tard, alors qu'il n'avait pas respecté le contrat passé entre eux. Là, je trouve que ça mérite tout de même l'admiration.
Je dois dire que ce n'est pas exceptionnel, ce genre de situation. En tout cas, dans les pratiques expertales, je trouve que ce n'est pas exceptionnel. Alors, on peut ouvrir la discussion maintenant sur l'ensemble des dossiers et sur les ensembles des interventions. Oui, Oui, Monsieur le Président. je vais juste ouvrir le débat sur le deuxième cas pour dire qu'en chirurgie réglée, il n'est pas normal de changer. On prévient qu'on va l'opérer par hernie ouverte. De prévenir le malade avant que l'intervention. Moi, ma philosophie, puis je vous donne la parole et je la reprendrai peut-être plus, c'est de dire que dans toutes les conditions, le chirurgien doit se mettre dans les garanties personnelles de défense maximale. C'est-à-dire qu'il doit prévenir le coup avant et se garantir lui-même de toutes les possibilités auparavant. Alors il restera quand même une question qui n'a été mal éludée, mal précisée. Là, on reprendra. Je demanderai aux experts de bien nous dire les choses. C'est important, il y a des journalistes dans la salle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est légal? Qu'est-ce que l'on doit demander comme preuve de l'information? Vous avez dit tout à l'heure très rapidement le dossier écrit, la lettre dictée devant le patient. Vous savez qu'il peut y avoir contestation là-dessus. Il y a parfois contestation. Je voudrais bien que vous précisiez ça tout à l'heure. Merci. Mais on peut peut-être répondre tout de suite sur ce point-là, si vous voulez bien, parce que je crois que c'est capital, en effet. Peut-être que, en effet, qui veut répondre sur ce sujet très très important? Maître Laccueil, et Monsieur, l'un après l'autre. Très rapide. Le principe qui a été posé de façon constante, et il n'y a aucune exception par la jurisprudence, c'est la preuve. Non, là, il y a un problème de micro. Oui, non. Non, je crois que c'est un problème de batterie. Non. Ah. C'est un domaine où la jurisprudence n'a jamais varié. Le principe qui a été des cas tout à fait relativement exceptionnels, disons, où un texte légal vient exiger la preuve écrite, c'est le cas par exemple de l'expérimentation loi Hurier, la preuve de l'information peut être faite, selon la formule de la jurisprudence, par tout moyen, et notamment par présomption, c'est-à-dire un ensemble de faits, de comportements, de circonstances, d'où il résulte que l'intéressé a été informé. Et la loi de 2002 a purement et simplement entériné la jurisprudence en disant preuve par tout moyen. Donc, et dans la jurisprudence, on tient compte, par exemple, cela a déjà été évoqué, d'éléments comme le nombre de consultations qui ont eu lieu, particularités inhérentes au traitement, inhérentes aux patients. Je pense à une affaire dans laquelle une jeune femme qui avait fait l'objet d'une opération par celluloscopie et il s'en était suivi une embolie gazeuse dont elle était morte. Et compte tenu du fait qu'elle travaillait dans la structure où elle avait été opérée, qu'il y avait une multitude de consultations, qu'elle avait manifesté beaucoup d'hésitation, on a estimé que nonobstant l'absence d'écrit, il y avait preuve qui était apportée. Donc c'est un domaine qui est excessivement souple, mais ceci dit, c'est vrai que les documents écrits, notamment ceux qui sont faits par les sociétés savantes, je pense à un document qui m'a toujours paru d'une très grande qualité, celui qui a été fait en matière d'anesthésie par, je crois que c'est la Société française d'anesthésie, qui est tout à fait remarquable, parce qu'il explique en quoi consiste l'anesthésie générale, loco-régionale, et sa nécessité, et puis évoque qui sont, même s'ils ont été très fortement réduits ces dernières années. Donc, et on tient compte même parfois dans l'élément de preuve, le fait que le praticien avait l'habitude de donner l'information, de délivrer tel ou tel document. On ne voit pas pourquoi il y aurait dérogé pour telle ou telle personne. Ceci dit, on évoquait tout à l'heure, j'aime bien aimer la formule, le droit au silence, mais il est préservé par la justice. Avec la possibilité pour le médecin, bon, ça joue essentiellement, plutôt, mais de limiter l'information dans l'intérêt thérapeutique du patient. Et il y a un arrêt notamment qui est assez connu, qui a été rendu en 2000, qui le dit très nettement.
médecin Ça devient... qui ne donc je crois que c'est un domaine d'une très grande souplesse. Et d'autre part, le fait que l'information porte sur les risques graves. Bon, il y a les risques fréquents dans la loi de 2002, mais je n'ai pas vu beaucoup d'affaires de dommages peu graves où il y aurait un procès malgré tout qui se réalise. Ça limite quand même le risque. Effectivement, j'ai vu un ou deux documents américains, ça fait un peu froid dans le dos. Je crois qu'il y a il me semble que les sociétés savantes, notamment, ont très bien su cerner la présentation dans les grandes spécialités objectivement à risque des risques. Et en tout cas, l'état de la jurisprudence, s'il y a un domaine où elle n'a jamais changé, c'est bien ce domaine. Et d'ailleurs, elle change beaucoup moins qu'on le croit. On évoque la question de la charge de la preuve, mais il ne faut pas oublier, ce faisant, on occulte une situation. C'est que jusqu'en 1951, la charge de la preuve pesait sur le médecin. C'est un revirement de 1951 qui a fait l'objet d'une volée de bois vert de tous les spécialistes du droit de la responsabilité médicale, notamment, je pense, au doyen Savatier de Poitiers, qui avait une autorité exceptionnelle dans ce domaine et dont le traité de droit médical est encore un traité d'une très très grande qualité, avait tiré à boulet rouge. Et en fait, en 1997, la Cour de cassation s'est bornée à revenir au statu quo ante de 1951, étant précisé qu'il ne faut quand même pas caricaturer. Il y a une raison juridique très précise. C'est l'article 1315 du Code civil, qui remonte quand même à 1804, qui dit dans son deuxième alinéa « Celui qui se prétend libéré d'une obligation doit rapporter la preuve de l'extinction de cette obligation ». À partir du moment, c'est un syllogisme juridique, à partir du moment où on vient dire que, et c'est une affirmation légale, le médecin a l'obligation d'informer, donc il a une obligation, donc il doit rapporter la preuve qu'il s'est libéré de cette obligation. Je crois qu'il y a une orthodoxie juridique totale. Bon, c'est du passé, c'est des raisonnements sur la comète, puisque maintenant la loi l'impose, donc on ne va pas revenir sur des discussions qui ne sont plus d'actualité. Mais la liberté de la preuve, par tout moyen, c'est et puis la limitation au risque grave, c'est quand même avec la préservation de l'intérêt thérapeutique du patient, il me semble que c'est équilibré. Bon, Maître Laccueil va rajouter un petit mot, puis on passe à autre chose. Là, si vous permettez. Ce que vient de dire M. le Conseiller Sargaud, c'est évidemment exact sur le plan juridique et au niveau de la Cour de cassation. Mais nos affaires en responsabilité médicale ne vont pas toutes jusqu'à la Cour de cassation. Je suis catégorique. Aujourd'hui, sans écrit d'information, nous tombons, si tant est que le patient prétende qu'il n'y en a pas eu. C'est clair et net, à au moins 90%. J'ai même un jugement que j'avais amené pour aujourd'hui, bon, qui va plus loin que ça encore, et on n'en est pas là. Mais enfin, ce jugement a été prononcé le 8 février 2012. Il s'agit d'un dossier où le médecin produit au débat des lettres adressées au médecin traitant, dictées en face de la patiente. Il fait état de plusieurs consultations. Un deuxième avis médical est sollicité dans ce dossier. Il y a eu 3 semaines de réflexion entre la dernière consultation et l'acte chirurgical. Et le tribunal de Saint-Malo, le 8 février 2012, juge que tous ces éléments permettent de penser que Madame X a reçu une information complète sur l'opération envisagée et les autres alternatives. En revanche, dit le tribunal, aucun document au dossier médical ne permet de l'établir. Par conséquent, en l'absence d'une telle preuve, il convient de retenir un défaut d'information. Alors, oui, là, c'est un peu l'exception. Alors, c'est une extrémité absolue, c'est un cas d'espèce, c'est ça. Beau port de mer. Soyons clairs, un dossier médical en 2012 sans un document écrit, je peux dire que ce n'est pas un dossier médical très sérieux. Et c'est vers ça qu'il faut amener vos jeunes confrères à aller avoir des dossiers pour qu'effectivement ne demeure pas sur leurs épaules un tel aléa juridique. Un document écrit signé suffit à les protéger. Monsieur Gombaud rajoute un petit mot, puis on passe à autre chose parce qu'on a... Faire une mauvaise réflexion au passage. Excusez-moi, Monsieur le Président, il y a peut-être de mauvais chirurgiens, mais il y a aussi de mauvais magistrats parfois. Donnons le micro à Monsieur Gombaud et on passe à un autre, à Monsieur Richard qui attend depuis longtemps. Allez.
Je vais être très rapide. Je voudrais juste ajouter un point sur la réponse qui vient d'être faite et que je partage totalement, puisque ça fait plus de 15 ans maintenant que dans toutes les réunions auxquelles je suis invité, je conseille cet écrit. Je voudrais simplement rajouter le fait que cet écrit indispensable, il serait véritablement incompréhensible que le chirurgien s'en prive. Certains de vos confrères ont une difficulté fondamentale à utiliser l'écrit et sont pour autant condamnés en matière d'inobservation de leur devoir d'observation. Et je vise notamment tous les médecins généralistes qui sont eux-mêmes tenus à un devoir d'information total. Et le pire en matière de devoir d'information, de preuve, c'est la preuve donnée sur les complications liées aux médicaments que l'on prescrit. Parce que là, demander un écrit, c'est rigoureusement impossible. Et les magistrats sont aussi sévères en matière de prescription médicamenteuse que pour un acte technique. Je vous en prends un exemple, mais j'en aurai des brouettes. Un médecin, oui, de décision de justice, oui, tout à fait. Un médecin généraliste qui prescrit du monoflossette à une jeune femme sportive, qui ne l'informe pas, la prescription est tout à fait justifiée, au dire de l'expert, mais rupture du tendon d'Achille et une condamnation qui intervient non pas sur le fondement d'une prescription défectueuse qui procède de faute, mais sur le fait que l'information liée au risque de rupture tendineuse n'a pas été donnée. Comment pensez-vous qu'un médecin généraliste puisse faire signer un document d'information à un patient à chaque prescription médicamenteuse? Et les prescriptions médicamenteuses, vous le savez, présentent autant de risques qu'une intervention chirurgicale. Pour le chirurgien, je pense que c'est très simple d'avoir d'avoir un document écrit qui va être remis au patient. Alors pourquoi s'en priver? Bon, Monsieur Richard avait demandé la parole depuis longtemps, et puis après on continue la salle. Une remarque et deux questions. La remarque, c'est vrai, j'étais responsable pendant 15 ans de l'enseignement pour l'urologie des jeunes chirurgiens. C'est vrai qu'il y a un problème, notamment en gynéco-obstétrique, ça a été évoqué par vous tout à l'heure, que actuellement, les futurs gynéco-obstétriciens hésitent à faire ce métier-là parce qu'ils ont un taux de sinistrabilité potentiel énorme et que c'est une des principales raisons pour lesquelles il y a pratiquement plus d'obstétriciens. Ils vont vers la chirurgie, mais très fragile. Et ça, je pense que ça a été évoqué tout à l'heure. Et je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête, sinon il n'y aura plus d'obstétriciens du tout. Et on sait bien qu'actuellement, alors je suis en plus la présidente de la commission de qualification au Conseil de l'Ordre. Actuellement, en France, sur le plan chirurgical, pour des raisons diverses, qui va être trop long d'expliquer ici, on se retrouve avec tout un tas de médecins à diplôme non européen qui exercent parce qu'il n'y a plus de médecins à diplôme européen qui sont candidats. Il faut le savoir. Alors, les deux questions. Oui, mais je pense qu'il faut dire, il y a un détail important. Les deux questions, c'est un, vous avez dit que par définition, la jurisprudence était rétroactive, très souvent. Ça veut dire donc qu'un chirurgien est en permanence, si jamais c'est un malade qui va payer 10, 15 ou 20 ans, condamné de façon... condamné. Il ne peut pas apporter mis en cause, il ne peut pas apporter la charge. Donc je voulais avoir une petite précision là-dessus. Et deuxièmement, quand j'étais président de l'association de chirurgie, on a mis au point toutes les fiches, on a sur informatique, mais il y a une étude des orthopédistes qui avait montré, en faisant une étude randomisée, prospective, en donnant des informations à des malades de façon systématique, en les réinterrogeant en 3 semaines et puis 1 mois et demi après, s'apercevoir que 40% des malades avaient oublié tout ou partie de ce qui leur avait été dit. Si quelqu'un a signé en effet le protocole écrit, mais dit, vous avez insisté plusieurs fois là-dessus, que ça n'était pas clair, que ça n'a pas été compréhensible, qu'est-ce qui se passe de façon générale, cas particulier? Qui veut répondre? Maître, oui. Alors, d'abord, je crois qu'il faut relativiser ce que vous dites. Je ne conteste pas qu'il y ait un problème avec les obstétriciens aujourd'hui, mais il faut quand même relativiser. Comme l'a dit M. Gombaud tout à l'heure, je crois que nous, comme avocats de victimes, la finalité, c'est pas de faire absolument condamner un chirurgien, un obstétricien, etc. Parce
parce que des faux d'information, c'est faux, ça n'est pas cela. D'accord ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord de savoir s'il y a un dommage médical et quand il y a un dommage médical, comment est-ce qu'on va le gérer ? C'est-à-dire qu'effectivement, si ce dommage médical, il trouve une cause dans une défaillance quelconque. Voilà ce que l'on cherche. Alors ensuite, bon, il ne faut pas croire que jusqu'à la retraite, vous avez les milliers de gens que vous avez opérés qui peuvent vous poursuivre, y compris après votre décès, ce qui est le cas. Bon, non, parce que d'abord, il y a des règles de prescription. Donc, toutes les informations que vous n'avez pas données, elles se prescrivent tout de même, et que la prescription en matière de dommages médicaux est de 10 ans. Et donc, s'il n'y a pas de dommage, ce délai de 10 ans court à compter de la consolidation, c'est-à-dire du moment où l'État est stabilisé. Donc, voilà, les risques sont quand même assez minimes. Ce ne sont que sur des préjudices très très graves où la consolidation est très longue. Alors notamment, c'est vrai pour les préjudices des enfants, où effectivement, donc les accidents de naissance, je veux bien admettre qu'effectivement c'est un sérieux problème dans la mesure où effectivement la consolidation, elle ne va arriver que très très tardivement. Voilà. Donc ça, c'est pour vous rassurer quand même un petit peu. Le second aspect de la question, je me souviens plus parce que j'ai trop parlé. Voilà, alors oui, donc je vous disais effectivement, je vous ai dit, il se passe des choses à l'expertise qui sont importantes, puisque la victime, pour moi c'est une victime, va effectivement restituer ce qu'il a entendu et ce qu'il a compris, mais rien n'empêche. Il doit y avoir une confrontation. Malheureusement, trop souvent, les chirurgiens ne viennent pas lorsque c'est des hôpitaux publics, ce qui ne permet pas la confrontation et ce qui ne leur permet pas de dire effectivement ce qu'ils ont effectivement dit. Et souvent, vous avez quelqu'un qui va dire « Oui, il m'a dit ça, mais je l'ai compris comme ça, etc. » Et donc, finalement, ça aussi, c'est un élément de preuve. On n'est pas là véritablement à essayer de mentir ou dissimuler ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout le cas. Bien. Alors, après, il y avait une question tout de suite. Non, c'est la même question. Alors, passons. Là, oui. Qui veut ? Oui, voilà. Oui. Bon, c'est bref, oui. Il faut parler près du micro. Monsieur. Oui, c'est bon. Bernard Lenoir. Non, j'ai été un peu scandalisé par les interventions qui ont été faites pour le premier malade. Parce que pratiquement toute la table ronde ici a crié sur le chirurgien parce qu'il n'avait pas informé son malade au moment des urgences qu'il fallait l'opérer et qu'il ne l'avait pas informé. Or, il n'était pas du tout certain qu'il fallait l'opérer. Et à mon avis, c'est une faute de lui parler d'intervention parce que c'était un cas, une première poussée de diverticulite, il fallait le traiter par des antibiotiques. Par contre, c'est vrai qu'ultérieurement, 2 mois après, il fallait peut-être discuter l'intervention. Et même l'indication opératoire, à ce moment-là, était discutable. Mais vraiment, en urgence, lui parler d'intervention alors que ce n'est pas du tout certain, ça ne me paraît pas du tout raisonnable. Ça inquiète le malade pour des raisons qui ne sont pas justifiées. Bon, c'était plus une remarque. Oui. Vous me permettez? Moi, attends, pas 2 à la fois, parce que ça va... Je veux juste faire une petite remarque. Alexandre. C'est que la présentation est un vice de procédure, Monsieur Gouya. Parce que vous demandez l'avis des magistrats et des juristes avant d'avoir l'avis de l'expert. Et par conséquent, il manque d'informations, nos juristes et nos magistrats. Mais c'était volontaire, Monsieur Alexandre, c'était volontaire. Alors si c'est volontaire, je trouve qu'il y a un vice de procédure quand même majeur. Non, c'était volontaire parce que l'expert de ces 2 affaires, c'était moi. Donc j'ai choisi volontairement de ne pas dévoiler un certain nombre d'éléments qui auraient pu éventuellement faire reconnaître les personnes en cause. Et d'autre part, je voulais rendre plus intéressant la discussion. Madame. Alors excusez-moi, 2 minutes de commentaire. Nathalie Bricou, chirurgien plasticien, et en tant que tel, je pense qu'on a quelques longueurs d'avance, malheureusement, sur l'ensemble des spécialités chirurgicales, sur ce qui se passe en ce moment. Donc ça fait des années que nous sommes entraînés, ne serait-ce que parce que notre chirurgie n'est pas obligatoire, et donc on prend d'autant plus de risques, à informer les patients, à répondre à leurs questions, à dicter un courrier en face, à leur envoyer un double, à donner des fiches d'information de la société qui sont bien faites, à les compléter par nos propres informations
voire même mes conférences d'Académie de chirurgie pour ce que je fais, à envoyer, lorsqu'on fait une admission de patient, 19 feuilles, c'est une admission de patient entre les consentements, les devis, etc. Je répondrai précisément à ce que vous disiez, où sont les devoirs des patients. Parce que votre médecin généraliste a prescrit de l'Oflocet, aurait peut-être dû se renseigner sportif, mais la patiente, elle pouvait lire la notice des médicaments. Or, quand on voit maintenant combien les patients ne lisent pas les informations, la simple prescription d'un soutien-gorge aux Galeries Lafayette, elles ne sont pas capables de le faire. Les soins post-opératoires et la préparation cutanée, ah ben oui, je suis partie en week-end, je n'ai pas fait. Alors, il y a aussi une responsabilité des patients. On en a un peu assez d'être tout le temps en première ligne. Tout ce que les patients vont y gagner, c'est que maintenant on refuse d'opérer. C'est tout, parce qu'il y a des risques qu'on n'a plus envie de prendre par rapport à quelques années. Et qu'on dit, bon, celle-là, il y a trop de doutes, trop de questions, je trouve une bonne raison pour ne pas prendre de risques parce qu'on est fatigué. Et notre enthousiasme, il baisse. Et ne nous dites pas que nous sommes les affreux, que évidemment il y a une méconnaissance de la connaissance. Mais qui a passé 70 heures par semaine quand il était interne à apprendre son métier pour le faire bien et pour rendre service aux patients? Et si j'ai un garagiste en qui je n'ai pas confiance pour porter ma voiture, ben je vais en voir un autre. Parce qu'en France, on a quand même une médecine libérale et personne n'oblige le patient, en dehors du cas de l'urgence, à venir voir tel praticien plutôt qu'un autre. Merci. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Oui. Je voudrais ajouter un petit mot. Dire qu'il y a deux disciplines qui ont changé de catégorie dans la classification des dangerosités. C'est l'anesthésie et l'obstétrique. Ce sont deux disciplines qui se sont astreintes à des normes de pratique extrêmement précises. Elles étaient toutes les deux en tête, et actuellement, ce ne sont plus elles qui sont en tête. C'est éventuellement, mais c'est un peu à part la chirurgie plastique, mais c'est la chirurgie en général et la chirurgie viscérale. Alors, d'autres questions, remarques? Oui, Monsieur Dubois, je crois, parce que je ne vois pas très bien d'ici, mais avec la lumière, Monsieur Dubois. Non, pour les chirurgiens viscéraux, en particulier les chirurgiens biliaires, il nous est arrivé un certain nombre de fois de découvrir une lésion colique, par exemple, alors qu'on était parti pour une intervention biliaire, ce qui pouvait déboucher sur une colectomie et éventuellement un anus artificiel. On ne peut pas, à chaque fois qu'on propose à quelqu'un de l'opérer d'une vésicule, faire avant une coloscopie. Ça, je crois que la chirurgie viscérale que je pratique expose plus que les autres à des couvertes opératoires. Vésicule, colectomie, c'est quand même rare. Mais il peut arriver, par exemple, qu'on part pour une splénopancréatectomie et qu'on soit obligé d'enlever un morceau de côlon, parfois un morceau d'estomac. La chirurgie carcinologique qui est souvent multi-organes. Les malades doivent le savoir avant. Quand on opère un malade, la vésicule, à mon sens, enlever le côlon sans l'avoir prévenu auparavant, j'hésite, moi, à l'heure actuelle, et je ne le ferai pas, quitte à réintervenir dans quelques jours. Je répète ce que j'ai dit au départ. Il faut avoir cette conscience qu'à tout moment, il faut, nous, être pessimistes et se mettre dans les garanties maximales vis-à-vis d'un éventuel problème ultérieur. Il faut y réfléchir auparavant. Il faut adopter plus le principe d'anticipation que le principe de précaution. Reprenez le micro, s'il vous plaît. Donnez-lui le micro. Pendant des décennies, ont eu cette générosité de porter sur leurs épaules beaucoup de choses, et en particulier le savoir de l'horreur qui peut survenir demain, c'est-à-dire le décès, la maladie, etc. Fort de cette philosophie, ils n'ont pas tous percuté sur le fait qu'il y a désormais un risque juridique qui est là et qu'il ne leur incombe pas de porter. Et vous l'avez dit, monsieur le professeur, il est fondamental pour pouvoir exercer dans cette dimension humaine qui est la vôtre demain. Il faut par contre désormais vous protéger juridiquement. Puis il y a un autre point sur lequel il est de la prévention, c'est que manifestement, quand on fait de la chirurgie, on n'apprend pas à communiquer vis-à-vis des patients. Et qu'on s'aperçoit que si on parle aux patients, moi je suis étonné du nombre de chirurgiens autistes qu'il y a qui disent quasiment. Si à la limite, c'est le malade qui a plus de complications avec lesquelles on
parce qu'on l'a expliqué en permanence. Et je pense que ça, c'est quelque chose à faire passer aux plus jeunes, qui sont en service c'est qu'il faut parler pour prévenir, et les gens vont pas. Si on n'a pas parlé, après la confiance. Tout à fait d'accord avec cette remarque. 15 secondes. Non, mais juste 3 secondes. 3 secondes pour approuver effectivement ce que vous dites. C'est exactement ce que je voulais dire en réaction. C'est que nos clients, lorsqu'ils s'assoient dans nos cabinets avec une réclamation, la première chose qu'ils veulent, c'est comprendre et pas être réparés. Vraiment. Et ça, c'est pas du blabla d'avocat. C'est vraiment c'est comprendre. Et ils poussent d'autant plus facilement la porte qu'on ne leur a pas expliqué. Je crois que l'hypothèse que vous disiez, intervention de biliaire, ça peut être compris si effectivement au lit du malade immédiatement, on dit voilà ce qui s'est passé, y compris d'ailleurs, voilà ma responsabilité, voilà, j'aurais peut-être dû faire ça, mais j'aurais peut-être dû vous le dire, etc. Et ça, on évite beaucoup de procès comme ça. Alors là, on est dans l'information après. Voilà. Oui, une petite projeté à l'origine, l'état actuellement est caractérisé par un arrêt de principe qui a été rendu le 22 mai 2002, numéro 0019-817, qui dit ceci. Le médecin est dispensé de l'obligation d'informer son patient sur les risques graves inhérents aux investigations ou aux soins qu'il propose en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé. Caractérise une telle impossibilité la Cour d'appel qui relève que la nécessité de procéder à une résection endoscopique, source de risque non révélé, s'est imposée au cours d'une intervention comme une nécessité anatomique, en présence de tissus obstructifs que seules les constatations visuelles per opérateur ont permis de déceler, et que le chirurgien ne pouvait informer son patient des risques inhérents à cet acte complémentaire sans l'exposer au risque d'une nouvelle intervention sous anesthésie. C'est ça la base, il me semble que c'est raisonnable. C'est dit, ça ne règle pas le cas de l'intervention qui est minorée par rapport à celle qui était prévue à l'origine. Merci, Monsieur le Président. J'appuie. Merci Yves. Christian, il te reste 3 minutes pour conclure du fait de l'enthousiasme de cette discussion. Bien, je pense que nous avons eu une séance très enrichissante, très intéressante, grâce notamment à nos invités juristes que je voudrais d'ores et déjà remercier très chaleureusement pour leurs interventions. C'était une séance un peu technique sur le plan juridique, dans un domaine qui est évidemment très différent de celui dans lequel nous évoluons habituellement, bien qu'il soit lui aussi très technique. J'en retiendrai quelques éléments glanés au fil des exposés et de la discussion. L'information est un droit fondamental, comme cela nous a été répété, qui va au-delà de la simple obligation contractuelle.
Les chirurgiens ont bien conscience que, sans doute plus que tout autre, ils doivent à leurs patients, avant d'intervenir, une information loyale. L'évolution jurisprudentielle qui nous a été longuement retracée se poursuit dans le sens d'un élargissement du champ de l'indemnisation du défaut d'information, qui est maintenant devenu un manquement au respect de la dignité humaine, faute quasi délictuelle, indemnisable en tant que telle. Si le contenu de l'information à délivrer est à peu près établi, du moins dans le cas les plus habituels, il n'en est pas de même de son étendue. On retiendra les risques graves, normalement prévisibles, les risques fréquents, normalement prévisibles. On peut, en outre, il n'en est pas de même, oui, pour de son étendue. On retiendra que l'association entretient avec une trace écrite et documents écrits et conseillés, et que le chirurgien doit tout particulièrement veiller à fournir une information irréprochable en cas de chirurgie de confort ou lors de techniques innovantes. On peut s'interroger sur les probables effets pervers de ces évolutions jurisprudentielles quelque peu erratiques qui, l'histoire récente l'a montré, peuvent finir par nuire à ceux qu'elles étaient censées protéger, comme cela nous a été rappelé. Quoi qu'il en soit, la communauté chirurgicale doit tenir compte de l'évolution jurisprudentielle et s'adapter afin de pouvoir poursuivre son activité dont l'utilité sociale n'est pas contestée. Les juristes, les assureurs, les sociétés savantes comme notre académie, mais aussi probablement le législateur, devront les aider à définir des outils qui permettront de mieux concilier le devoir d'information avec les autres devoirs du chirurgien, notamment celui de fournir à son patient les soins les plus adaptés à son état dans le cadre d'une relation médecin-malade sereine, fondée sur la confiance, qui prenne en compte la légitime angoisse des patients confrontés à l'imminence d'une intervention chirurgicale et d'un diagnostic souvent grave. Angoisse qui va forcément se trouver aggravée par une information exhaustive sur les risques de l'intervention. On retiendra donc que le chirurgien doit se placer, comme cela nous a été rappelé, dans une perspective d'équilibre. Je voudrais à nouveau vous remercier tous de votre intervention, d'abord les orateurs, d'abord mon comodérateur, et puis vous tous qui êtes restés jusqu'au bout. Et je crois qu'on rend l'antenne très précisément à 17h00. Voilà, merci à tous. Notre secrétaire a un mot à vous dire en complément.